Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mes premiers mots sont à l'attention de la Banque de France et notamment à Patrick Berger, son directeur régional qui nous accueille ce soir dans ses locaux. Je tiens à le remercier pour son soutien indéfectible, pour sa bienveillance qui permet à notre association, à l'AITB, de s'exprimer et de diffuser à ses adhérents et amis et sympathisants une information économique qui, je l'espère, ce soir va retenir toute votre attention. L'AITB Midi-Pyrénées est une association régionale. Vous savez qu'à l'origine, elle regroupe les diplômés de l'Institut des techniques bancaires, les anciens diplômés, les élèves en cours et puis tous les sympathisants. Cette association a pour objectif de vous donner des informations pertinentes afin de comprendre les événements actuels, mais aussi d'anticiper les changements structurels futurs qui ne manqueront pas de faire évoluer le paysage économique, financier et bancaire. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre débat de ce soir. Nous allons aborder un mode de financement atypique, mais dont les volumes prennent, vous le disiez, une ampleur considérable. Permettez-moi, avant toute chose, de définir l'objet de notre propos de ce soir, le crowdfunding. Le crowdfunding, aussi appelé financement participatif, littéralement financement par la foule, est un mot apparu récemment, mais le concept n'est pas nouveau. Faire financer un projet par un grand nombre de souscripteurs n'est pas une innovation en soi. Il en est la forme moderne d'un phénomène assez ancien. Je vous cite deux exemples qui me tiennent à cœur. La souscription publique qui a permis, par exemple, à Mozart de financer un certain nombre de concerts, ou bien le financement qui a permis d'ériger la Tour Eiffel il y a un peu plus de 100 ans. En termes simples, le crowdfunding est le financement d'un projet ou d'une entreprise risqué par un groupe d'individus plutôt que par des professionnels. Aujourd'hui, on compte plus de 800 plateformes de crowdfunding sur Internet qui représentent environ une collecte de 2,7 milliards de dollars en 2012. Certaines levées de fonds sont spectaculaires. Sur la plateforme Kickstarter, 55 campagnes ont dépassé le million de dollars, avec une pointe à 10 millions pour la montre connectée Pebble. La forte croissance des fonds levés, l'augmentation du nombre de plateformes, les success stories, une foule de plus en plus nombreuse, fédérée sur ces sites de financement, sont autant de signaux qui montrent la vitalité de cette jeune industrie. 3 facteurs expliquent le développement concomitamment du crowdfunding. Le premier facteur, c'est l'émergence des fonctionnalités communautaires et collaboratives d'Internet. Puis, le développement du crowdsourcing, dont le crowdfunding s'inspire, qui signifie littéralement l'approvisionnement par la foule. Une ressource pas seulement financière, apportée par les internautes, puisqu'on parle aussi de savoir-faire, on parle aussi d'idées et de créativité. Et enfin, le troisième facteur, c'est le manque de ressources financières affectées aux premières étapes du développement d'un projet. En forte croissance, en forte évolution, le crowdfunding recouvre une réalité et des pratiques différenciées. On distingue 4 types d'activités présentes à l'écran. Depuis 2012, la France est le premier pays européen à être doté d'une association professionnelle. L'association s'appelle Financement Participatif France, représentative de toutes les formes de crowdfunding. Cette plateforme, initiée par Fleur Pellerin, alors ministre déléguée chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique, cette réforme réglementaire répond à une forte demande de la profession suite à la publication d'un livre blanc et d'un guide sur la pratique du financement participatif. Nous aborderons ensemble le cadre de cette réforme dont les décrets d'application sont entrés en vigueur au 1er octobre 2014. L'activité en France, qui nous intéresse plus particulièrement, elle est très soutenue. Les chiffres publiés en juillet 2014 établissent que plus d'1 million de Français ont participé à une opération de crowdfunding. Plus de 44 000 projets ont été mis en ligne depuis 2008. Les montants financés sont de 165 millions d'euros en 2014, soit le double que 2013. Pour le monde, cela représente 18,8 milliards de dollars en 2014. On anticipe cette année 35 milliards de dollars dans le monde et un potentiel de 100 milliards de dollars en 2020. Je vous propose sans attendre de débattre autour de ce phénomène qu'est le crowdfunding français. Je vous présente nos 4 intervenants de ce soir. À l'extrême
gauche, Thierry Merciol, président du conseil de surveillance et cofondateur de WeSeed. Ensuite, Samuel Frugier, directeur du réseau Midi de LCL. Puis, tout à droite, nous aurons Mathieu Trouvard, responsable des relations entreprises chez Uniland. Les débats seront animés par Frédéric Guiraudin, membre de l'AITB. Merci beaucoup Jean-Michel. Donc le cadre de cette soirée est à présent posé. Sans plus attendre, notre premier intervenant, Thierry Merciol, va nous présenter sa plateforme qui s'appelle donc WeSeed. Je vous laisse la parole tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre attention. Merci à l'AITB de me permettre d'intervenir devant vous et de vous parler de quelque chose qui effectivement n'est pas nouveau, le crowdfunding. On pourrait aussi citer le financement de la Statue de la Liberté. La statue elle-même a été financée par des Français et le socle a été financé par des Américains. Donc c'était 1885 et effectivement aujourd'hui le crowdfunding ou le financement participatif renaît de ses cendres grâce à l'aspect participatif d'Internet. Alors, est-ce que le crowdfunding sera une vague de fonds avec un S pour l'innovation? On peut se poser la question. Je vais vous parler de WeSeed. WeSeed est donc une plateforme de crowdfunding un peu spécifique puisqu'elle finance des entreprises. Donc elle finance du haut de bilan, du capital. Ça fait partie des 25% des fonds levés sur le crowdfunding et la finance participative en France et dans le monde. Donc on est, je dirais, aujourd'hui les petits poussés du crowdfunding face aux dons notamment et aux prêts qui est en train de devenir de plus en plus important. Alors WeSeed est, on aime bien dire, pionnier, leader et engagé. Alors pionnier parce que c'est la première plateforme au monde d'equity crowdfunding. Les Anglais et les Américains n'avaient pas pensé à le faire. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ils ne pouvaient pas le faire. La réglementation était beaucoup plus contraignante qu'ici. Donc nous, on l'a fait en 2008. En 2008, on ne parlait pas de crowdfunding. Alors je suis très fier d'être dans cette chaîne de l'innovation toulousaine, puisque WeSeed est une plateforme née à Toulouse. Et sachez qu'on s'insère dans une innovation économique de longue date, puisque peut-être savez-vous que la première société anonyme au monde est née à Toulouse. Elle est née à Toulouse et elle a servi à financer le moulin du Bazac, donc la première concession. Et notamment, c'était des femmes qui achetaient des actions qui étaient cessibles. Donc déjà, à l'époque, on parlait de concession. Un petit clin d'œil par rapport à 2014 face à la concession de l'aéroport de Toulouse. Donc pionnier, on a toujours aussi travaillé des nouvelles offres. On va parler peut-être dans les discussions tout à l'heure de financement de promotion immobilière. Donc, ce sont des nouvelles plateformes de financement de l'immobilier au sens large. Alors on est leader, on a encore en 2014 33% de part de marché en France. Les challengers sont arrivés en 2011-2012 pour les premières d'entre elles. On a un positionnement, une expertise un peu particulier, je vais vous le dire tout à l'heure. Alors on est engagé parce qu'on a vraiment voulu démocratiser l'accès à un actif jusqu'à présent réservé aux seuls acteurs institutionnels, le business angel. Et sur la plateforme de WeSeed, on propose d'investir au capital d'entreprise à partir de 100 €. En fait, tout le postulat de base du crowdfunding, c'est de dire que la foule est plus experte que les experts. Et que si on lui donne une bonne partition, elle est capable de détecter des tendances que les experts ne peuvent plus détecter, ou parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, ils s'auto-influencent, ils n'arrivent pas à détecter ce genre de tendances. Donc on parie sur l'intelligence collective de la foule, à condition qu'on lui donne une bonne partition. Alors la vision chez WeSeed, c'est une approche très entrepreneuriale du financement. On est avant tout des entrepreneurs avant d'être des financiers. On vient plutôt de ce domaine-là. Il se trouve que j'étais directeur de l'incubateur Midi-Pyrénées, incubateur d'entreprises innovantes, et c'est devant un double constat. Premier constat, pas de fonds propres pour les startups financées, mises en place en région Midi-Pyrénées et en France en général. Et puis d'un autre côté, des particuliers qui en avaient un peu assez. C'était en 2008, ils se faisaient un peu rincer en bourse.
Et clairement, ils en avaient un peu assez, alors je suis désolé de le dire dans cette maison et devant vous, mais des fonds communs de placement dans l'innovation notamment, ou dans les FIP, et ils nous l'ont tous dit à peu près. Une approche globale, mais un positionnement territorial. On est implanté en région parisienne, en région lyonnaise, à Montpellier et à Toulouse. Paradoxalement, nous sommes finalement des acteurs de e-commerce, des pure players web, mais comme on parle d'argent, on a besoin d'être en proximité de nos investisseurs. En quelques chiffres, donc WeSeed a été créé en juin 2008, mais la plateforme existe physiquement et sur le web depuis juin 2009. Donc on a 43 000 membres inscrits sur la plateforme. On a financé 55 startups en France pour un peu plus de 18 millions d'euros. Des tickets d'investissement côté entreprise de 100 000 euros à 1 million d'euros grâce, comme vous le disiez, à la loi qui a été ordonnée le 1er octobre 2014. Et puis une souscription moyenne de 2 500 euros par investisseur. Donc, vous voyez, on est loin des 100 euros, mais on est très loin des business angels. Un business angel, il investit en moyenne 15 000 euros par dossier, par souscription. Des plateformes concurrentes sont autour de 10 à 12 000 euros. Nous, on est vraiment à 2 500 euros avec un ticket d'entrée à 100 euros. Alors, le modèle de WeSeed, c'est important parce que parmi vous, j'en reconnais dans la salle qui me disent oui, mais le crowdfunding, vous vous rendez compte, mettre 50, 100, 200, 500 personnes au capital d'une entreprise, c'est suicidaire. Alors, effectivement, c'est suicidaire. C'est pour ça que chez WeSeed, on a choisi d'intermédier un holding par opération. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, WeSeed gère 55 holdings. Ce n'est pas forcément la facilité, mais en tout cas, c'est une personne morale qui va investir dans le capital de l'entreprise et il y a une seule ligne d'actionnaires. Ce qui favorise effectivement la discussion avec les actionnaires, mais ça, aujourd'hui, avec le web, ce n'est pas vraiment le souci. C'est surtout qui favorise la sortie ou les seconds tours de table ou les rachats industriels. Donc, un holding par opération. Alors, en processus complet, classiquement, comme finalement on est, je dirais, un peu comme une société de gestion ou un gestionnaire de fonds, à part que les fonds, ce n'est pas nous qui décidons de les allouer, c'est l'investisseur particulier sur la plateforme. Donc on a une approche tout à fait classique et qui est, comme vous l'avez dit, régulée par l'AMF et ou la CPR. Alors le timing, ça c'est assez important. La revue initiale, ça prend à peu près 15 jours. On met l'entreprise en vote. Dans un premier temps, si le vote est positif, on va faire l'audit et les due diligence. Si tout se passe bien, on peut mettre en souscription et les durées de souscription sont de l'ordre de 3 mois maximum. Donc entre le moment où l'entrepreneur rentre en contact avec nous et le moment où il reçoit les fonds sur son compte d'augmentation de capital, il se passe en gros maximum 4 mois. Alors le vote, j'y reviens. L'internaute, je vous l'ai dit, la foule est sans doute plus experte que les experts. Donc en fait, elle va se positionner, cette foule, 100, 200, 1000 personnes qui vont voter sur un projet, qui vont pouvoir dire j'aime ou je n'aime pas. Si j'aime, je suis prêt à investir tel montant. Et puis qui peut aussi donner son avis sur différents critères, des critères tels que la propriété intellectuelle, l'action commerciale, ou l'équipe, le marché. Et ça, c'est très intéressant. Parce que chaque personne va avoir son propre éclairage. Et quand on compile toutes ces mini-audits, on arrive à des audits qui sont d'extrêmement bonne qualité. La plateforme, tout se fait sur la plateforme, en levée de fonds direct sur weseed.com. Tout est dématérialisé, y compris les signatures de bulletins de souscription, les virements par carte bancaire. Et donc, on est sur une opération zéro papier. Quelques exemples, alors je vous ai pris des exemples un peu les premiers sont en région. Donc Antabio, c'est une société de biotechnologie qui a été financée en 2011 par WeSeed. C'est une société qui est basée à la Belge, qui fait des médicaments contre les maladies nosocomiales. Donc ça a beaucoup intéressé notre communauté. Elle a mis 309 700 euros, 200 personnes l'ont fait. Et c'est une première mondiale puisqu'en fait on est déjà sorti de cette société et tous les investisseurs ont fait x2 en 18 mois. Un rendement de 45%. Intuilab, c'est une autre société toulousaine qui est basée dans le domaine des écrans tactiles et qui fait du soft pour permettre dans les magasins de piloter des écrans tactiles. Donc on a fait plusieurs levées de fonds pour eux, 2 tours de table. ExoS, dans le domaine de l'environnement, qui permet de récupérer la chaleur des pots d'échappement des camions pour réinjecter l'énergie dans les moteurs et faire baisser la consommation de 5 à 15%. Et enfin, pour dire qu'on n'est pas que dans la technologie, Pure, etc., c'est un fast-food locavore, c'est des produits localement, mangés localement, basé à Strasbourg et à Paris.
WeSeed, c'est une équipe de 20 personnes. Le siège social est à Toulouse. Nous avons un centre toulousain dans l'entreprise. Après, on s'est développé sur Montpellier, comme je vous l'ai dit, on a besoin de proximité. Puis Lyon, avec un accord avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Et puis, depuis un an, basé à Paris, puisque l'argent et la finance, quand même, ils sont très, très parisiens. Merci pour votre attention. Le représentant d'une autre plateforme de financement participatif est aussi là ce soir. Je laisse la parole maintenant à Mathieu Trouvat, qui est responsable des relations entreprises chez Uniland, une plateforme de prêt. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir pour vous parler un petit peu de financement Web.3.0. Alors à l'origine, c'est Nicolas Le Sion, notre directeur général, qui devait intervenir, qui est également président de la finance, du syndicat professionnel financement participatif France. Il a eu une contrainte et donc j'ai la joie de le remplacer pour vous parler d'Uniland. Uniland, c'est une jeune entreprise qui a été créée en janvier 2013. Sur le constat suivant, les TPE-PME françaises ont du mal à obtenir du financement, notamment sur la partie actifs circulants. Cet état de fait, en fait, a été inspiré largement par une plateforme anglaise qui s'appelle Funding Circle, qui existe depuis maintenant un peu plus de 5 ans en Angleterre, et qui a permis de financer pour un peu plus de 500 millions de livres sterling un peu plus de 5000 entreprises. Donc on parle véritablement de place de marché. L'idée donc est venue à Nicolas, c'est le grand blond que vous voyez sur la photo derrière, et François, son associé, de monter cette plateforme en 2013. Maintenant, en France, vous le savez, il y a ce qu'on appelle il y avait le monopole bancaire, et seul un établissement bancaire peut émettre de la dette auprès d'entreprises. Donc il a fallu trouver une solution pour permettre à ces entreprises d'émettre de la dette, et nous l'avons trouvé au travers d'une juriste assez talentueuse qui a en fait redonné un petit peu ses lettres de noblesse au bon de caisse. Alors le bon de caisse pour vous, vous devez avoir en souvenir dans vos cours, peut-être vos cours de droit, que c'est un instrument bancaire qui est réglementé par l'article L223.1 du Code monétaire et financier, et qui permet donc à une entreprise d'émettre de la dette sur un marché de particuliers d'entreprises dans certaines conditions. Donc ça a été l'objet de discussions assez longues avec le régulateur, en l'occurrence l'ACPR, puisqu'on relevait plus de l'ACPR que de l'AMF, pour permettre une réglementation qui nous permette d'opérer tout simplement sur le marché français. Et donc le 13 novembre 2013, nous avons lancé notre plateforme uniland.fr qui a permis à la première entreprise cliente de venir chercher de la dette auprès d'un marché de particuliers. Voilà, aujourd'hui Uniland, c'est une équipe d'une dizaine de personnes. On est encore une jeune entreprise en phase de structuration, et on a une ambition assez importante, puisque en termes de production sur le volume des prêts réalisés sur la première année, on a réalisé un peu 6,5 millions d'opérations, ce qui peut paraître totalement anecdotique, et qu'il est par rapport au marché de prêts des TPE-PME françaises. Et cette année, on ambitionne de faire 25 millions d'opérations sur l'année 2015. Alors, au niveau de l'équipe, je vous ai parlé de Nicolas et de François, on a un comité de surveillance stratégique auquel siège notamment Pierre-Henri Cassou, qui est un ancien du Trésor public et qui nous a aidés sur toute la partie réglementaire. Et il y a un certain nombre de métiers que l'on ne maîtrise pas, et donc lorsqu'on ne maîtrise pas un métier, on préfère l'externalité auprès de professionnels, notamment tout ce qui est gestion de flux. On est interfacé avec un établissement SFPMEI qui est Monéo, en fait, qui gère la totalité des flux pour le compte de nos prêteurs et de nos entreprises, donc à la fois pour le décaissement des fonds et pour le remboursement de nos prêteurs. Nous avons également un partenariat avec Altares qui nous permet de récupérer la donnée comptable auprès des greffes des tribunaux de commerce et de faire ce qu'on appelle du pré-scoring. Donc finalement, une entreprise, lorsqu'elle vient sur notre site internet, elle a un onglet pour déposer un projet de financement entre 25 et 250 000 euros, et elle va pouvoir rapidement tester son éligibilité à partir du moment où on a un minimum d'informations sur elle. Donc si elle publie ses comptes, vous allez me dire c'est moins souvent le cas maintenant, mais si elle publie ses comptes, on peut avoir un minimum d'informations qui va permettre au dossier d'avancer dans la phase d'exécution. Universign, c'est un partenaire qui nous permet de faire la signature électronique, et donc d'avancer beaucoup plus rapidement et de ne pas avoir de papier finalement. L'objectif également, c'est de permettre aux chefs d'entreprise d'avancer beaucoup plus vite et de pouvoir débloquer ses fonds rapidement.
Voilà, on a été labellisé Finance Innovation il y a peu de temps, qui montre qu'un certain nombre d'institutionnels nous font confiance et que le modèle plaît. Alors très rapidement sur le cadre réglementaire, je l'ai déjà évoqué, mais effectivement, il faut rappeler qu'en 2013, lorsqu'on s'est lancé, il n'y avait pas de réglementation existante sur les plateformes de métiers de crowdfunding qui regroupe un certain nombre de réalités. Thierry l'a évoqué, donc il y a ce qu'on appelle l'equity crowdfunding, la prise de participation au capital des sociétés. Il y a ce qu'on appelle le crowdlending, le prêt, littéralement le prêt par la foule, donc aux entreprises et aux particuliers. Et on a une troisième famille de métiers qui est le don sans contrepartie financière. En 2013, on a utilisé cette réglementation et donc depuis, la législation a pas mal évolué, notamment sous l'impulsion du syndicat professionnel FPF qui, au cours d'un certain nombre de tours de table avec Fleur Pellerin, a permis l'élaboration de la nouvelle réglementation. Et donc nous, on est sur une réglementation qui est antérieure au décret, à l'ordonnance sortie le 1er octobre 2014, et la loi ne valant que pour l'avenir, pour le moment, il n'y a pas de rétroactivité, on continue à exercer sur ce modèle. Ce qui nous donne un certain nombre d'avantages par rapport aux plateformes qui se sont lancées depuis. Alors, je vais en citer deux. Sur le bon de caisse, les personnes morales peuvent prêter. C'est-à-dire que sur notre place de marché, on a à la fois des prêteurs personnes physiques qui ouvrent un compte et qui prêtent aux entreprises, mais on a également des personnes morales qui viennent placer une partie de leur liquidité. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'est pas contraint à la limite de 1 000 € par prêteur et par projet, ce que prévoit la nouvelle réglementation depuis le 1er octobre 2014. Donc ce sont deux intérêts assez flagrants pour le chef d'entreprise, puisqu'il a plus de chances finalement d'avoir des prêteurs avec des offres de prêts plus importantes et donc de recueillir les fonds dont il a véritablement besoin pour développer son entreprise. Bon, très rapidement, aujourd'hui, on a à date du 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, nous avons financé 117 entreprises pour un peu plus de 9,5 millions d'euros. Donc on voit l'évolution depuis mi-novembre dernier. C'est une tendance de fond qui s'accélère. On a de plus en plus de demandes de financement. Et d'ailleurs, de plus en plus de demandes de financement qui émanent à la fois des chefs d'entreprise en direct et également d'établissements bancaires qui viennent nous solliciter en nous disant on a un client, son besoin, il nous sollicite pour un concours bancaire de 250 000 €. Nous, personnellement, on peut le suivre à hauteur de 180 000 €. Que peut faire une ILAN sur la différence? Voilà. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte, et on le sait tous dans cette salle, qu'il y a des contraintes bilancielles assez lourdes qui pèsent sur les établissements bancaires, BAL 3, Solvency 2, qui ne permettent pas toujours d'accompagner, comme on le souhaiterait, le chef d'entreprise. Et ces solutions sont dans la boîte à outils du financier, finalement, un moyen d'apporter une solution clé en main à ce chef d'entreprise et d'éviter qu'il aille peut-être à la concurrence. Puisque nous, on ne domicilie pas de flux, hein, on est simplement une place de marché sur laquelle on va permettre à des prêteurs de prêter à une entreprise et à cette dernière d'obtenir les fonds, mais la domiciliation se fait bien entendu chez son banquier traditionnel. Voilà. Et donc là, petit aparté, l'entreprise que vous voyez, 727 Selbach, c'est notre première entreprise, la première entreprise qui nous a fait confiance. C'est une entreprise qui fabrique des sacs de bagages à partir de voiles de bateaux de course au large recyclés et qui avait besoin de 100 000 € pour ouvrir sa boutique à Paris. Et donc à l'époque, son DG est venu nous voir en nous disant « Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ?» Donc ils ont obtenu ces 100 000 € auprès de 169 prêteurs en 21 jours, à un taux de 7,7% de mémoire. Voilà. On va avancer. Alors, qui peut prêter très rapidement? Personne physique, personne morale, ça je vous l'ai déjà évoqué. À partir de 20 €, on a ouvert le champ des possibles au maximum de manière à ce que les gens puissent prêter, se faire une idée de la plateforme et demain augmenter un petit peu les encours pour diversifier sur les projets qui étaient présentés et diminuer leur exposition au risque. Puisque les prêteurs, c'est important de le rappeler, sont directement responsables. Enfin, si l'entreprise fait défaut, c'est eux qui assument le risque défaut en totalité. Donc on est vraiment dans une logique de je prête que de l'argent dont je n'ai pas besoin immédiatement, bien entendu. Je prête qu'à des projets auxquels je comprends quelque chose, avec d'économie de base, et je diversifie autant que faire se peut, de manière à diminuer mon exposition au risque, exactement dans une logique boursière dans laquelle je vais avoir une approche un peu stock picking et je vais diversifier sur un panel de TPE-PME qui me sont présentés. En contrepartie de cela, je vais pouvoir fixer mon taux d'intérêt
entre 4 et 10%. Et à partir du moment où le dossier est accepté sur la plateforme par nos équipes d'analystes, s'ouvre ce qu'on appelle une période de souscription pendant laquelle les prêteurs vont pouvoir formuler une offre de prêt assortie d'un taux d'intérêt. Et là, il y a une mise en concurrence des enchères qui est faite et on retient le taux moyen pondéré le moins cher qui correspond à la somme sollicitée par le chef d'entreprise. Donc c'est des process qui vont relativement vite. La moyenne pour obtenir les fonds est de 15 jours à date, puisqu'on a des statistiques qui seront mises à date tous les mois, qui seront visibles sur la plateforme unilène.fr. Et l'objet, c'est précisément d'apporter une réponse rapide au chef d'entreprise. Alors, je vais accélérer un peu, qui peut emprunter des personnes morales, deux conditions très importantes, 3 exercices comptables résolus et des commerçants personnes physiques ou personnes morales. Voilà, les montants sollicités vont de 25 à 250 000 euros, les maturités vont de 24 à 60 mois, sachant que le chef d'entreprise peut rembourser sans frais à tout moment, sans pénalité. Alors, au niveau des types de financement, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est du crédit amortissable sans affectation formelle, pas de prise de garantie, pas d'assurance décédabilité, pas de caution personnelle. Et on est vraiment sur du matériel, l'immatériel. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, c'est vraiment l'actif circulant. J'ai besoin de financer mon BFR, j'ai signé un carnet de commandes et je dois acheter du matériel. Et donc finalement, payer un taux facial de 9% quand on a un taux de marge brute qui tourne à 20, 25 ou 30%, c'est pas très gênant. La question pour le chef d'entreprise, elle est binaire, c'est soit j'obtiens ce marché, soit je ne le fais pas. Ça, c'est un petit camembert rapidement qui présente les secteurs d'activité qui ont été financés. On retrouve beaucoup de commerces détaillants et grossistes, pas mal de services. C'est un petit peu logique, les gens raisonnent par analogie. Au départ, on était une société Internet, donc il y avait beaucoup de gens sur Internet qui venaient nous voir, et aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir un petit peu plus. Au niveau du timeline, nous, par rapport à l'investissement, pour faire un comparatif avec ce qu'a présenté Thierry, on est sur des durées un petit peu plus courtes. Aujourd'hui, le test d'éligibilité, c'est une poignée de secondes sur Internet. Le dépôt de dossier en ligne, c'est une vingtaine de minutes. L'analyse du projet, lorsqu'on a le dossier complet, j'entends bien complet, il faut compter 72 heures. Et la période de souscription moyenne est de 2 semaines. Et donc, à l'issue de sa période de souscription, le chef d'entreprise peut débloquer ses fonds en signant de manière électronique. 48 heures après, il a les fonds sur son compte bancaire. Quelques cas pratiques pour terminer. On finance de l'innovation. Là, on a une entreprise qui s'appelle Vision Industrie du Ciel à côté d'Orange, qui est le leader français du micro-drone. On finance bien entendu du commerce de proximité, des logisticiens, on a des camions là également à côté d'Orange, et puis beaucoup de CHR qui vient et qui attire également par la visibilité offerte par la plateforme. Alors ça, c'est ce à quoi ressemble la plateforme lorsque vous allez sur la page d'accueil. Vous avez un certain nombre de projets qui sont présentés sur lesquels vous pouvez vous positionner. Et lorsque vous êtes prêteur inscrit, vous avez le détail des projets avec qui suis-je, quelle est mon activité, à quoi va servir l'argent et pourquoi vous pouvez me faire confiance. Avec une présentation des comptes qui est simplifiée, ça permet aux prêteurs de se faire une religion sur est-ce que oui ou non je veux prêter. Bon, ça c'est simplement pour montrer la rapidité et la viralité finalement de ce mode d'acquisition. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 4000 prêteurs actifs, dont 3% de personnes morales. Alors, on a parmi ces personnes morales, Groupama Bank qui a récemment ouvert un compte prêteur chez nous et qui s'est engagé à prêter 100 millions d'euros sur les 4 prochaines années, sur les projets qui étaient présentés, sans dépasser 20% des carnets d'ordre. Ça montre une réelle appétence au-delà des personnes physiques, des institutionnels. Et on parle de banques aujourd'hui, donc les banquiers ont également un intérêt parfois à placer leur liquidité sur ce type de support avec un taux d'intérêt intéressant. Voilà, et pour terminer, c'est quelques statistiques qui datent un petit peu, mais qui vous montrent l'évolution d'Unilène. On avait 80 projets financés à mi-novembre, on est à 117, on est à 6,5 millions, on est à 9,5 millions, et on a quasiment doublé le nombre de prêteurs. La répartition géographique, sectorielle des prêteurs et quelques records, le profil robot, mais on en parlera peut-être tout à l'heure dans les statistiques des prêteurs sur la plateforme. On aura l'occasion d'en reparler. Merci de votre intérêt. Merci beaucoup Mathieu Trouvin. Alors on ne pouvait pas laisser ce soir ces deux intervenants sans un minimum de mise en perspective ou de mise en contradiction, je ne sais pas ce qu'il préférera qu'on dise. Pour représenter les banques ce soir, nous avons Samuel Frugier, qui est directeur du réseau Midi chez LCL. Il est avec nous.
Et donc, dans un premier temps, on va regarder une courte vidéo et on lui laisse la parole. Une banque, à quoi ça sert? La banque. La banque, tout le monde en parle, mais tout compte fait, est-ce que l'on sait vraiment comment ça marche une banque? Et puis, plus globalement, à quoi ça sert? Explication. D'abord, la banque sert à déposer son argent en toute confiance, au lieu de le garder sous son matelas. Ensuite, la banque fournit des moyens de paiement, carte bancaire, chéquier. Vous le savez, cela permet d'utiliser son argent plus facilement. Et si les commerçants acceptent ces moyens de paiement, c'est parce qu'ils font confiance à la banque. Ils savent qu'ils seront payés en retour. Enfin, la banque permet d'obtenir un crédit. Elle accorde des prêts à des ménages, à des professionnels, à des entreprises. Si la banque accepte de faire crédit, c'est parce qu'elle connaît son client et qu'elle lui fait confiance. Elle sait qu'elle sera remboursée. Vous avez compris le principe? Alors voyons concrètement comment ça marche cette histoire de confiance et de crédit. Pour la banque, ses clients ne sont pas des inconnus. Elle a étudié attentivement le projet et la situation de chacun avant de leur accorder le crédit. Cette connaissance est indispensable. Il faut faire attention bien sûr, car prêter à un particulier ou à une entreprise qui aura ensuite des difficultés à rembourser, ce n'est pas leur rendre service. Au contraire, cela risque d'aggraver leur situation. Donc, la banque, avec son œil d'expert, étudie attentivement chaque projet de prêt. Et si le dossier de l'emprunteur est jugé bon, le crédit est accordé. La banque inscrit alors cette somme au crédit du compte de l'emprunteur. Celui-ci pourra payer un commerçant ou un service avec une carte, un chèque ou un virement. Et comme les commerçants font confiance à la banque, ils acceptent ces moyens de paiement et ils seront payés en retour. Bref, le crédit, c'est de la confiance qui circule entre la banque, ses clients et les commerçants. Pas étonnant ceci dit, car l'origine du mot crédit remonte au latin creditum, qui veut dire chose confiée. Et cette chose confiée, autrement dit le crédit, c'est en fait le carburant nécessaire au moteur de l'activité économique. En effet, un commerçant a besoin de crédit pour acheter des marchandises. Il rembourse sa banque quand il les a vendues. Une entreprise a besoin d'emprunter pour financer ses investissements. Matières premières, machines, bâtiments, indispensables pour son bon fonctionnement. Un ménage a besoin de s'équiper, de s'acheter un réfrigérateur, une voiture, et plus tard, d'acheter son appartement, sa maison, et donc d'emprunter sans attendre de longues années et avoir mis assez d'argent de côté. Évidemment, les collectivités, elles aussi, empruntent pour financer les équipements collectifs. Les banques ont donc une utilité économique fondamentale, et aussi une utilité sociale. Car qui dit investissement dit création d'emplois. Et qui dit emploi dit salaire, qui viendront à leur tour se déposer à la banque et permettre ainsi de nouveaux crédits qui feront de nouveaux équipements, de nouveaux logements, etc., etc. Et ainsi, la boucle est bouclée et cette boucle s'appelle la croissance. Le compte est bon. En ajoutant la confiance à la banque, on obtient la croissance. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça, car oui, les dépôts servent à financer les crédits, mais une partie des crédits seulement. En effet, une banque n'attend pas d'avoir 1 000 € en dépôt pour prêter cette somme à un de ses clients. Mais vous allez me dire d'où vient l'argent que prêtent les banques. Alors ça, c'est une autre histoire. Crédit Agricole, le bon sens a de l'avenir. Je vais faire plusieurs réflexions à la suite de cette vidéo. Alors c'est sûr que d'abord je ne suis pas le seul représentant de la banque et de la profession bancaire, puisque vous êtes quasiment tous issus dans la salle de la banque ou des diplômes bancaires, donc je n'aurai pas cette prétention d'être le seul. Et puis la vidéo, donc elle peut paraître effectivement simple ou simpliste, peut-être à utiliser pour vos proches ou vos familles qui ne sont pas forcément dans la banque au quotidien comme vous et moi, mais elle a quand même le mérite de rappeler 3 missions, je dirais, fondamentales dans l'économie de la banque. La première, c'est à minima, mais c'est essentiel, et on va en reparler tout au long de la soirée, donc c'est assurer la garantie des déposants, en quelque sorte, donc la sécurité des dépôts et de l'épargne qui est confiée aux banques. Premier point fondamental. Deuxième point, c'est faciliter avec les mêmes impératifs de sécurité les flux de paiement et les transactions. Donc c'est toute la composante gestion des flux. Et puis enfin,
c'est évidemment financer l'ensemble des agents économiques, que ce soit les entreprises, que ce soit les professionnels, les particuliers, mais aussi les collectivités locales, voire l'État, qui en a bien besoin, comme vous le savez. Et donc, c'est tout part en fait de la confiance qui doit être établie entre ces différents acteurs, mais la vidéo le disait bien. Donc créer de la valeur, créer de la croissance, donc c'est aussi l'utilité, j'y reviendrai. Donc moi je pense que tous ici nous devons être fiers et insister sur cette notion et ce statut entre guillemets de tiers de confiance que représente la banque. Et cette notion de confiance, elle ne se décrète pas. Elle se construit, en l'occurrence depuis plusieurs millénaires en ce qui concerne la banque traditionnelle. Elle se construit autour d'outils, autour d'expertise, autour de formation, de montée en compétences, de façon à chaque instant à pouvoir effectivement rassurer et apporter ce niveau de sécurité qu'attendent les agents économiques, qu'attendent les clients par rapport à leur banque. Donc première responsabilité de tiers de confiance. Cette responsabilité, elle passe aussi par la connaissance de nos clients. Une connaissance de nos clients qui se construit dans la durée, par l'écoute de nos clients. Alors souvent on dit qu'on est très inquisiteur dans le questionnement vis-à-vis de nos clients, mais c'est vrai que comme le médecin ou le notaire, donc on se doit, pour assurer le meilleur conseil et le meilleur suivi, on se doit de parfaitement bien connaître de nos clients. Et ça veut dire aussi que pour assurer la permanence de cette connaissance client, on doit avoir un système d'information qui est solide, fiable, confidentiel, sécurisé, dans lequel aucune intrusion n'est possible. Et c'est à ce titre aussi que nous faisons l'objet d'une réglementation extrêmement contraignante, parfois beaucoup trop à mon goût, et de toute façon qui ne fait que se renforcer, donc il faut vivre avec pour les années, voire les décennies qui viennent. Le troisième point, c'est l'utilité des banques, qui a été évoquée également dans cette vidéo, qui n'est pas exclusive de l'utilité également des plateformes de financement participatif, parce qu'effectivement cette confiance en tournant, elle va garantir la production de crédit, et la production de crédit c'est l'anticipation d'un revenu futur en absolu, et puis c'est la création de valeur à long terme. Et donc cette notion d'utilité, on la retrouve par le poids de la banque dans l'économie mondiale et nationale évidemment. Je vais citer juste quelques chiffres. Alors c'est sûr que les taux de croissance sont beaucoup moins forts que ceux qu'on a évoqués avec mes deux voisins, mais par contre en stock les chiffres sont colossaux puisque les encours de crédit, pour donner une idée, les encours de crédit, alors je suis le contrôle de la Banque de France, mais les encours de crédit aux agents économiques hors État en France, c'est plus de 2 000 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le PIB, plus que la dette, au passage, de la dette de l'État. Mais plus proche de nous, donc les banques, ça représente aussi un certain nombre de salariés. Nous sommes uniquement sur les départements de Midi-Pyrénées, globalement 29 établissements de banques qui opèrent en tant que banquier de détail généraliste sur ces départements, sur cette région, qui représentent à peu près 1300 agences, qui représentent 12 000 salariés. Et puis si on veut donner des chiffres d'épargne collectée et de crédit accordé, enfin d'encours de crédit accordé, on est sur une soixantaine de milliards d'euros dans la région Midi-Pyrénées. Voilà un peu le poids que représente notre secteur, mais au-delà de ça, c'est tout le fonctionnement de l'économie, ça c'est une conviction que j'ai, peut-être que tout le monde ne l'a pas, mais moi je l'ai, qu'effectivement aucune richesse ne se crée sans le concours à un moment ou à un autre des prêteurs, et les prêteurs ce sont aussi les banques, même s'il y a maintenant des financements alternatifs. Merci Samuel Frugier. Merci à tous les trois. Nous allons nous aventurer maintenant un peu plus précisément et un peu plus en profondeur dans le monde du crowdfunding. Et j'aimerais tout d'abord avoir votre avis en fait sur le cadre réglementaire de cette activité qui est finalement assez jeune. Et là je me tourne vers Thierry Mercol. Quel est l'état en fait de la réglementation sur votre activité? Est-ce qu'elle vous paraît adaptée? Et je crois que en fait WeSeed, la plateforme que vous représentez ce soir, est intervenue assez en amont de la construction réglementaire.
Alors oui, on commence à être des dinosaures de la finance participative maintenant, en fait. Bon, nous, on a créé en 2008 et on est tout de suite allé voir l'AMF et la CPR et qui nous ont dit, oh là là, surtout, il ne faut pas le faire. Voilà. Vous n'avez pas le droit de le faire, il n'y a pas de cadre, ne le faites pas. On a trouvé un cadre qui était le cadre du Conseil d'investissement financier, qui n'est pas du tout adapté, mais en tout cas, on est rentré dans ce cadre-là et ça a tenu jusqu'en 2012. Puis là, en 2012, j'ai reçu un courrier de l'AMF et de la CPR qui m'a dit fermez votre site, c'était en juillet 2012, ou devenez PSI, prestataire de services d'investissement. Donc, du coup, on s'est rapproché de prestataire de services d'investissement à qui on a confié le job, jusqu'en début 2013, où là, les assises de l'entrepreneuriat voulues par François Hollande et pilotées par Fleur Pellerin ont mis un peu sur la table la problématique du financement participatif. Donc on a travaillé avec le cabinet de Fleur Pellerin, de Moscovici et puis de Montebourg à l'époque, avec les régulateurs, avec Bercy, et j'ai passé mon année 2013 à peu près 2 jours par semaine dans les couloirs de Bercy, et aussi j'avais oublié le décideur ultime, la Direction Générale du Trésor, pour écrire une loi qui était assez imparfaite quand elle est sortie en septembre 2013, qui a été peaufinée et puis donc validée en juin 2014, ordonnée, je crois, en juillet 2014 pour une application 1er octobre 2014. Donc avec finalement 3 grands changements, 2 nouveaux statuts, et puis la fin du monopole du crédit, comme le disait Mathieu tout à l'heure. Donc ces 2 statuts, c'est conseil en investissement participatif, qui permettent finalement, qui donnent toute la légitimité aux acteurs qui ont ce fameux statut, à cette accréditation AMF. Et j'ai vraiment vu une grosse différence entre le 30 septembre 2014 et le 1er octobre 2014. On a enfin été reconnus par les autres investisseurs, co-investisseurs en bilan, que sont les Bpifrance, les Business Angels et les fonds d'amorçage. Et puis un autre statut, donc ISP, intermédiaire de services de paiement, plus dédié pour le prêt. Bon, je laisserai Mathieu aussi en parler plus de l'aspect prêt, même si le bon de caisse est un peu hors cadre de cette loi. Donc en fait, le législateur, sous la volonté politique, et on peut saluer Fleur Pellerin et l'équipe de Fleur Pellerin, sans qui effectivement cette loi n'aurait pas vu le jour, parce que évidemment de forts lobbies se sont levés contre cette nouvelle loi. L'Association française de banque et l'association de l'AFIC et l'association des sociétés de gestion étaient très très opposées. Alors je les comprends parce que finalement il y avait un cadre pour elles et puis un nouveau cadre pour les investisseurs et les nouvelles plateformes. Mais sachez qu'on est régulé en direct par l'AMF et qu'on a sans doute exactement les mêmes problématiques que les autres. À votre avis, est-ce que c'est finalement vraiment pour la foule ce crowdfunding? Les années le diront, les prochaines années le diront. Nous, on voit une grosse augmentation des gens qui investissent, des montants qui sont investis. Aujourd'hui, on est capable sur la plateforme de Wissy de lever 600 000 € en moins de 6 minutes. Voilà. Donc on est pire que vente privée, ce qui ne fait pas bondir de joie d'ailleurs, parce que c'est un vrai souci. C'est-à-dire que les Français peuvent investir tout et n'importe quoi rapidement. Donc on a beaucoup de pédagogie à faire quand même. Alors même si on a beaucoup de clients, et on reviendra tout à l'heure sur les profils, mais c'est vraiment fait pour la foule, c'est à partir de 100 €, donc 100 €, c'est un tout petit ticket, et on sent bien qu'il y a une vraie appétence de la part des Français et des internautes sur le financement de l'économie de proximité qui va créer les emplois de leurs enfants et petits-enfants. J'aime bien dire qu'on a affaire à des actionnaires au sens acteur du terme, parce que dans le financement participatif, il y a 2 termes, il y a le mot finance, on a vu les chiffres tout à l'heure, et le mot participation. Les Français ont très envie de participer au développement de l'économie réelle. Ils deviennent les ambassadeurs des projets qu'ils ont financés, ils en deviennent des commerciaux, ils en deviennent des actionnaires évidemment, voire des salariés. Merci. Alors, Mathieu Trouvard, j'ai là aussi envie de vous demander, donc on a parlé du statut d'ISP, mais qu'est-ce que c'est en clair ce statut-là qui vous concerne, vous plus particulièrement, plateforme de prêt? Alors, juste avant de répondre à la question, je voudrais revenir très rapidement sur la notion de confiance qui a été évoquée tout à l'heure dans la vidéo. On est sur des métiers d'argent, et la base des métiers d'argent, on en parlait tout à l'heure, c'est la confiance.
aucun métier d'argent ne peut perdurer dans le temps sans la confiance à la fois des investisseurs, des prêteurs et des chefs d'entreprise. Donc je pense que c'est très important de le rappeler. Et c'est à toutes les plateformes de crowdfunding ont ça à l'esprit et c'est extrêmement important sur la transparence des informations qui sont présentées. Ensuite, Thierry a dit, et je voudrais juste rebondir également dessus, parce que c'est à mon sens très important que vous ayez en tête, aujourd'hui, les épargnants français ont à cœur de devenir acteurs de l'économie collaborative et de flécher une partie de leur épargne sur des projets innovants de croissance. Et aujourd'hui, en France, on a 4 000 milliards d'épargne financière qui dorment sur 3 piliers, épargne réglementée, bourse et assurance vie. Et donc on se rend compte qu'au moins sur ces une partie de ces 4 000 milliards d'euros, il y a une partie qui pourrait servir à l'économie réelle au travers de ces plateformes. Donc c'est important d'avoir ces chiffres en tête, puisqu'il y a une vraie volonté de la part des épargnants et des investisseurs. On le voit sur les plateformes, dès qu'il y a un projet qui est présenté, on a des gens qui viennent souscrire assez massivement. Alors pour répondre à la question sur la partie réglementaire, effectivement, quand Unilend s'est lancé, c'était un petit peu... On ne fait pas partie encore des dinosaures, quoique on s'en rapproche dangereusement, mais c'était un petit peu un no man's land juridique, et il a fallu attendre finalement le travail brillamment mené par Thierry, ses équipes, et puis tous les membres de FPF, pour qu'une réglementation adéquate sorte. Et pour parler des métiers du crowdlending en particulier, aujourd'hui, la loi prévoit qu'un prêteur particulier ne peut pas prêter plus de 1 000 euros par projet et en montant, avec une limitation d'1 million d'euros par projet. Alors 1 million d'euros, on en est encore largement loin, il y a de la marge. En revanche, 1 000 euros par prêteur et par projet, c'est une limite qui est relativement basse et qui ne permet pas forcément tout le temps d'avoir un taux de transformation adéquat sur des campagnes qui sont menées. Unilend est un cas particulier, puisque comme je l'ai expliqué, on travaille sur une notion de banque-caisse, donc on n'est pas assujetti à cette réglementation, et on aimerait que les autres plateformes de crowdlending puissent avoir les mêmes armes finalement qu'Unilend, utiliser le banque-caisse. Il me semble que dans les derniers amendements Macron, il est question du crédit interentreprise, et que l'instrument bancaire serait sacralisé en tant qu'instrument de référence. Alors évidemment, c'est toujours en discussion au Sénat, mais on souhaiterait que ça puisse avancer. Et puis alors, pour conclure sur la partie réglementaire, il y a une note de synthèse qui a été pondue assez récemment, le 26 février dernier, par l'European Banking Authority, qui réglemente les activités de marché de crédit, et qui a sorti une note sur les activités de crowdlending en Europe continentale plus Angleterre, en indiquant à la fois son intérêt sur le sujet, en donnant des recommandations sur la réglementation en vigueur. Et à ce titre, je crois qu'en France, on peut se féliciter. On a une réglementation qui est vraiment avant-gardiste et je l'espère qui évoluera dans le bon sens pour permettre à tous ces acteurs d'opérer en toute transparence avec des armes qui permettent de faire émerger des champions nationaux. Samuel Frugil, j'aimerais avoir quand même votre avis sur les activités qui sont proches, la banque et puis le crowdfunding, le financement participatif. Et on a presque envie de vous poser la question qui fâche. Est-ce que vous voyez dans le financement participatif une concurrence déloyale à l'activité de banque classique? Je vais être très consensuel, mais je vais commencer par répondre par non, sauf, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Et puis je reviendrai aussi sur la concurrence, ou ce que je pense de la concurrence. Comme vous l'avez dit, effectivement, nos métiers sont sensiblement identiques. Il s'agit identiques dans la finalité, puisqu'il s'agit au final donc de financer les projets des agents économiques, qu'ils soient là, c'est plutôt donc les entreprises, donc en ce qui nous concerne ce soir, mais c'est vrai aussi avec certaines plateformes comme Prévision par exemple, pour le privé au particulier. Donc la finalité, c'est bien donc d'apporter une pierre à l'édifice à cette croissance par le financement et à l'emploi, de fait, donc par le financement de tous les projets. Donc sur des schémas différents, donc les métiers sont identiques, avec là aussi une exigence commune, mais on revient à ce qu'on a dit à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, c'est la notion de confiance. Donc il faut véritablement que
confiance et de transparence. Il faut que chaque intervenant, que ce soit l'investisseur, que ce soit l'emprunteur, soit à même, avec toutes les règles du jeu connues, de savoir ce qu'il fait tout simplement. Donc cette notion de confiance fait demain, si elle est gérée de façon identique entre les différents acteurs, qui fera que je considérerais pour ma part que la concurrence n'est pas déloyale. Donc la question c'est de savoir si en face d'une réglementation comme celle que nous connaissons nous dans les banques, qui là aussi ne fait que se renforcer d'année en année, qui est une réglementation historique, très ancienne, qui se complique de jour en jour et qui va se compliquer encore plus de jour en jour, et qui nous impose des contraintes qui sont parfois très compliquées sur le terrain, et la réglementation qui est celle qui régit vos activités aujourd'hui, qui est donc en construction en fait, si je comprends bien, qui est en construction. Donc la question c'est est-ce qu'effectivement ces deux réglementations assurent la même confiance, enfin la même confiance ou la même transparence, l'équité des règles du jeu. Je n'ai pas complètement la réponse, mais comme je suis plutôt consensuel par nature, je pense que ça va aller et ça va il va y avoir une convergence qui va se dessiner dans les mois et dans les années qui viennent. Et en ce sens, je considère qu'il n'y a pas de concurrence déloyale donc entre les métiers du financement participatif, j'ai du mal à dire crowdfunding comme ça d'une seule fois, donc du financement participatif avec le métier des banques traditionnelles. Sur la concurrence, je trouve que c'est de toute façon toujours très bien de challenger les modèles existants et en permanence entre la banque traditionnelle, je parle essentiellement de la banque de l'État et que nous représentons aujourd'hui, des nouveaux financements ou modes de financement alternatifs comme ceux que vous présentez, même si on sait que de part et d'autre, il y aura sans doute quelques morts, je pense. Mais bon, c'est la vie de l'entreprise, qu'elle soit bancaire ou que ce soit une plateforme de financement participatif. Et là où je vois, pas non plus la concurrence forcément, mais plutôt une complémentarité, c'est que là aussi, c'est un avis que je formule, mais bon, c'est une conviction en tout cas que j'ai, c'est que le système bancaire, en tout cas en France, peut parfois trouver ses limites dans le financement de la création d'entreprise, dans le financement de l'amorçage, dans le capital risque. Donc à ce titre-là, je trouve que les plateformes de financement participatif dédiées, soit à l'equity, soit donc effectivement au prêt, sont plutôt complémentaires et sont utiles. Et une question peut-être que vous ne poserez pas ou que vous me poserez sur l'utilité demain de travailler peut-être pas main dans la main, mais de travailler en collaboration donc avec les plateformes de financement participatif. Et sans doute reviendrons-nous tout à l'heure. Donc plutôt pas de concurrence déloyale sous certaines réserves, et puis des complémentarités qui sont à mon goût certaines. Merci. Et excusez Mathieu Trouva qui a eu une problématique d'avion et donc qui est obligé de nous quitter un peu précipitamment comme cela. Après la réglementation, j'aimerais aborder avec vous l'aspect économique du crowdfunding. Thierry Mercure, quel est l'investisseur type de votre plateforme? Alors, nous, on a deux profils. On a analysé les investisseurs donc depuis 5 ans maintenant, plus de 5 ans. On a deux types de profils. Donc, c'est chaque fois un homme. Le premier a 30-35 ans. C'est un cadre. C'est quelqu'un dont c'est souvent le premier investissement, qui n'a pas vraiment fait d'investissement en bourse, qui est plutôt client de banque en ligne, et qui va, lui, acheter une aventure entrepreneuriale, participer à une aventure entrepreneuriale. Il va mettre entre 500 et 1500 euros, c'est sa première souscription, quitte à la seconde à mettre un peu plus. Voilà. Et là, c'est presque un digital native. C'est quand on voit, lui, la proximité physique n'est pas quelque chose d'important pour lui. Le deuxième profil, c'est un homme qui est entre 50 et 75 ans, qui est plutôt un cadre supérieur, un dirigeant d'entreprise ou une profession libérale, qui lui va plutôt acheter un business plan, va challenger le dirigeant sur sa capacité à transformer son business plan en économie réelle et en profitabilité, et lui attend une rentabilité. Et donc, avec le risque qui va avec. Et lui investit entre 5 000 euros et 100 000 euros. D'accord. Et quels sont les projets finalement les plus sexy, les plus peut-être faciles à financer? Alors effectivement, chez WeSeed et sur la plupart des plateformes, on sent bien une appétence pour des projets dont les produits ou services ont un impact sociétal.
Ça ne veut pas dire que c'est du B2C forcément, ça veut dire que, in fine, le produit ou le service qui va être financé ou dans lequel le particulier va investir doit lui parler, doit avoir un impact sociétal. Donc, par exemple, dans le domaine de la santé et de la e-santé, on finance très facilement des projets dans le domaine des biotechnologies, je vous l'ai dit tout à l'heure avec Antavio ou avec Electra Therapeutics ou avec Neuronax, qui sont des entreprises extrêmement risquées, donc qui ont des candidats médicaments. Il y en a 1 sur 10 qui débouche. Il leur faudra 15 ou 20 millions d'euros pour aller au bout. Donc c'est très risqué. C'est d'ailleurs absolument pas finançable par les fonds d'amorçage, ni par les business angels. Les seuls qui financent ces gens-là, ce sont la foule et puis des fonds spécialisés comme Sophie Nova. Voilà. Donc ces projets de santé, e-santé. Le deuxième grand domaine d'activité, c'est, alors j'aime pas bien le terme développement durable parce qu'on peut s'y mettre, derrière c'est plutôt la transition énergétique, transition écologique, et on inclut aussi l'habitat. On finance aussi pas mal de numérique, mais absolument pas ni de réseaux sociaux, ni de plateformes, ni de e-commerce, ni de portail. On finance plutôt de la technologie numérique. Donc en fait, on se rend compte que c'est pas forcément du B2C, c'est peut être du B2B. Les choses qu'on n'arrive pas du tout à financer, je vais vous le dire, hein, c'est assez simple, c'est de la sécurisation de données, c'est du cloud, c'est des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on ne voit pas tellement le modèle économique, on est vraiment dans un réflexe franco-français, mais ce sont des projets qui ne trouvent pas preneurs sur la plateforme de WeSeed et sur les plateformes d'equity crowdfunding et de financement participatif en capital en général. Il y a une durée d'investissement et la sortie qu'on peut espérer, en fait, comment ça se passe? Alors, il y a 2 choses dans les plateformes de crowdfunding. Il y a donc le prêt, dont Mathieu parlerait bien mieux que moi. Donc, sur le prêt, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des durées de l'ordre de 36 à 60 mois, avec des rentabilités brutes pour l'investisseur qui sont autour de 6 à 8%, avec le risque de ne pas revoir son prêt. Mais là, on est donc sur des tickets moyens d'investissement qui sont de l'ordre de 300 €. Alors que sur le capital, là on est sur du long terme. Quand je dis long terme, c'est 3, 5, 8 ans à peu près, avec une rentabilité attendue de l'ordre de 7-10%. Ça, c'est pour le financement de jeunes entreprises de vente, de start-up, d'entreprises peut-être moins jeunes mais technologiques. Après, sur la promotion immobilière, là, on est sur tout autre type de profil et de rendement. C'est du 10% brut côté investisseur sur 12 mois, 24 mois maximum. Mais là, on ne touche pas du tout le même public ni le même type d'investissement. Alors, vous savez que vous avez un parterre de banquiers essentiellement ce soir dans la salle. Est-ce que le crowdfunding, est-ce que c'est un modèle économique aujourd'hui qui est rentable? Alors pour compliquer la question, est-ce que c'est rentable pour les particuliers investisseurs, pour les entrepreneurs qui cherchent des fonds et pour les plateformes elles-mêmes? Alors pour les investisseurs, je viens de vous le dire, aujourd'hui sur la plateforme de WeSeed, 55 investissements, une sortie positive, 4 liquidations, donc avec perte totale du capital. Donc c'est encore un peu tôt, on a 5 ans d'existence sur les plateformes, donc c'est encore un petit peu tôt. Est-ce qu'on sera meilleur que les fonds de capital risque classiques, que les FIP, FCPI? Écoutez, ça c'est encore un peu tôt pour en parler. Donc la rentabilité attendue, je vous l'ai dit, avec une particularité, c'est que l'investisseur prend le risque. C'est son argent. Peut-être il en discute avec son conjoint ou sa conjointe, mais en tout cas c'est lui qui investit et il le prête. Il ne le donne pas à quelqu'un qui va l'investir pour lui. Très très différent d'une attitude d'investissement en fonds commun de placement. Vraiment, on sent bien la différence. Alors pour les entrepreneurs, Mathieu en parlerait mieux que moi pour le prêt, mais quand on interroge les emprunteurs, ça va plus vite, il n'y a pas de garantie, enfin, ça va assez vite, il n'y a pas de garantie, c'est pour financer du BFR, c'est difficile aujourd'hui, côté banque, de trouver des produits similaires. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est très intéressant pour l'emprunteur. Alors, il y a un sujet qui fait débat, c'est oui, mais emprunter à 8%, 9%, c'est très cher. Alors oui, effectivement, c'est très cher, mais emprunter 200 000 € à 9% sur 36 mois, par rapport à emprunter à 4% sur le même montant, les différences, c'est quelques centaines d'euros, donc pour un entrepreneur, c'est pas ça qui fait la différence, clairement.
Il n'y a pas de réticence à payer 9%. Ça c'est dit. Et alors, côté start-up, aujourd'hui, la vraie problématique, c'est les fonds propres. Elles n'ont pas de fonds propres, ces start-up. C'est pour ça que j'ai fait le récit dans ce constat catastrophique d'une traversée du désert en 18 mois pour trouver les 100, 200, 300, 500 000 premiers euros. Donc il n'y a pas d'autre solution. Enfin, les autres solutions, c'est les business angels. Les business angels en France, c'est 4000 personnes qui investissent 40 millions d'euros par an. Pour vous donner un ordre d'idée, les besoins en financement de haut bilan sur les startups en France, on estime que c'est 300 à 400 millions d'euros. Donc on est loin du fait. Donc c'est un vrai intérêt pour les entrepreneurs. Alors maintenant pour les plateformes, je vais parler que de celle de WeSeed. Donc nous on n'est pas encore à l'équilibre, ça fait 6 ans d'exploitation, on n'arrive pas encore à l'équilibre, on devrait être à l'équilibre en 2015. Le modèle économique est simple, on prend un pourcentage en cas de succès. Donc un pourcentage qui va de 7 à 10% des fonds levés par la plateforme qui sont facturés à l'entreprise. Côté investisseur, comme on se passe par des holdings qu'on va gérer pendant 3, 5, 8 ans, on prend une partie de la plus-value. On prend comme un fonds classique, on prend 20% de la plus-value, c'est la rémunération de WeSeed, pour représenter les actionnaires dans l'organe de gouvernance de chacune des cibles. D'accord. Alors, on a ce soir vraiment des compétiteurs qui veulent prendre des parts de marché. Samuel Fouégé, bien sûr, vous représentez les banques ce soir, mais finalement, pour les banques, le financement des PME, est-ce que c'est toujours rentable ou est-ce que c'est une vitrine aujourd'hui pour les réseaux bancaires? Alors, si c'était une vitrine, je pense que je ne serais même pas venu ce soir, mais je voudrais quand même rebondir sur plusieurs choses que vous avez dites. Je suis pas sûr que nos clients ne saisissent pas la différence entre 4 et 8% sur un financement de 100 000 à 36 mois. Maintenant, je suis le premier à dire que le taux d'intérêt, au-delà du prix de l'argent sur le marché, rémunère également un coût du risque. Bon, après, c'est un modèle et c'est un choix. Et c'est vrai que celui qui va chercher un financement, d'ailleurs, ça peut être sur des porteurs de dettes obligataires, donc au sens large, pour les ETI et puis pour les plus grandes entreprises, c'est le choix d'avoir peut-être plus de souplesse dans le financement, c'est peut-être le choix d'avoir un financement qui n'aurait pas obtenu autrement et puis de payer plus cher. Alors, c'est plus facile quand on fait un métier à forte marge de payer un taux d'intérêt plus élevé, c'est plus compliqué quand on est sur des métiers à très faible marge où le moindre denier forcément va toucher la rentabilité de l'ensemble. Alors pour répondre à la question vitrine, le marché des entreprises et la rentabilité, est-ce que c'est rentable? Je dirais que oui, le marché il est rentable à partir du moment où justement on contrôle et on maîtrise son coût du risque. Et ça demande effectivement de l'expertise. Il se trouve, alors je pourrais donner également des exemples, mais il se trouve que depuis quelques années, on peut le voir d'ailleurs dans l'ensemble des résultats des grandes banques, et je parle là des grandes banques de détail, le coût du risque sur tous les marchés, et en particulier professionnels et entreprises, je dirais, il a été particulièrement contenu. Je ne veux pas parler dans le détail de l'établissement dont je suis salarié, mais c'est en tendance, c'est moins 20% en 2014, le coût du risque par rapport donc à 2013, et essentiellement grâce à la maîtrise du coût du risque sur le marché des professionnels et des entreprises. Donc, un coût du risque maîtrisé. À côté de ça, pour donner un ordre d'idée, et là je parle aussi uniquement pour l'établissement qui m'emploie, c'est 20% de mon chiffre d'affaires direct. Le marché des entreprises, enfin même pas le marché des entreprises, le marché uniquement des professionnels. Donc l'entreprise de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Donc c'est 20% de mon chiffre d'affaires direct, et c'est sans compter le chiffre d'affaires de PNB indirect, c'est-à-dire tout le business qu'on peut faire avec les salariés des entreprises clientes, des professionnels clients, tout le business qu'on peut faire avec les dirigeants des entreprises en question. Donc là, pour le coup, je n'ai pas les chiffres, mais 20% de chiffre d'affaires avec un coût du risque maîtrisé, encore heureux que c'est rentable, et encore heureux qu'on va continuer à le faire, parce que si on veut rester un banquier généraliste, il faut être sur tous les trois marchés qui sont complètement interconnectés. On a démontré, la plupart des banques ont démontré leur capacité à tenir
le coût du risque. Donc à partir de là, notre rôle, notre mission, c'est pas que d'enrichir les actionnaires comme le disent certains, c'est plutôt de financer l'économie, c'est de financer la croissance, c'est de créer de l'emploi et c'est d'être globalement utile. D'ailleurs, c'est ce qui ressortait dans la vidéo d'introduction. Si on ne veut pas faire ça, ça veut dire qu'on devient spécialiste et pour le coup, c'est pas le débat du soir. D'accord. On va parler de l'avenir maintenant. Une question qui est un peu sous-jacente depuis le début des débats, mais qui mérite d'être posée. En fait, on peut se demander s'il y aura une fusion, une coopération ou alors une simple coexistence entre les banques et les plateformes de crowdfunding. Plus précisément, Thierry Mercure, est-ce qu'on a des exemples de rapprochement? Est-ce que vous pouvez nous en parler concernant WeSeed, quelque chose d'actuel ou de passé? Oui, alors effectivement, depuis quelques années, depuis au moins 2 ans, on sent bien qu'il y a une certaine agitation dans les milieux bancaires et dans les mutuelles aussi, ou les banques de mutuelles, sur le crowdfunding. Donc, comment prendre ce couteau, par quel bout le prendre, effectivement. Et donc, on a été approché de beaucoup de discussions avec des groupes bancaires. Moi, je crois qu'il y a une notion de risque dans le crowdfunding qui est aujourd'hui qui est très forte et qui pose un souci aux acteurs de la place. Donc, on voit que les choses bougent. Les choses bougent. J'ai lu un article ce matin comme quoi la Banque Populaire Atlantique venait de monter sa plateforme de crowdfunding. Il y a aussi la Caisse d'épargne, toujours aussi, il me semble, côté Atlantique, du côté de Nantes, qui va monter Crédit Agricole, qui monte une plateforme de crowdfunding. On sait que le mouvement Caisse d'épargne aussi est en train de réfléchir à ça. Donc on sent que ça bouge. Mathieu en parlerait mieux que moi, mais Groupama Bank a décidé d'allouer 100 millions d'euros sur les 4 prochaines années aux côtés de la foule. Un concurrent de WeSeed qui s'appelle Smart Angels, concurrent mais néanmoins ami, vient d'annoncer que le groupe Alliance allait mettre 5 millions d'euros par an aux côtés des investisseurs. Chaque fois qu'il y a 1 euro qui est investi par la foule, Alliance mettra 1 euro. Chez WeSeed, on est en train de monter un fonds, un FPCI. Je ne me souviens plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est le nouveau nom des FCPR, donc un FPCI de co-crowdfunding. Et puis, je suis fier et ravi d'annoncer un partenariat fort avec le Crédit Coopératif, qui est représenté dans cette salle. Donc, un partenariat pour à la fois financer des clients du Crédit Coopératif et notamment aussi financer des coopératives, puisque c'est un des axes de développement de WeSeed, et puis aussi proposer à certains clients de cette banque d'investir dans les projets qui sont présentés. Donc on sent que ça bouge, il y a une certaine effervescence. Je pense qu'on verra des acteurs bancaires plonger dans la mêlée plutôt en 2016-2017, quand les choses seront un peu plus calées et que les montants deviendront significatifs. D'accord. Samuel Frégide, dernière question. On a envie d'avoir votre avis, l'avis du banquier, on va dire, sur ces rapprochements. Et est-ce que LCL va y prendre part? Alors, je ne vais pas répondre pour LCL, donc en l'occurrence. Je vais faire une réponse pour LCL, je ne suis pas en charge du sujet, mais je sais parfaitement qu'il est à l'étude, d'ailleurs, aussi bien chez LCL qu'au sein du groupe Crédit Agricole, puisque LCL est une filiale de Crédit Agricole SA. Donc, comme je n'en connais pas les conclusions, je ne vous les dirai pas. Et même si d'ailleurs je les connaissais, je ne vous les dirai pas parce que je pense qu'il y aura un sujet de confidentialité en tout cas à ce stade. Donc moi, la réponse que je vais faire, donc la conviction que je vais porter ce soir, c'est la mienne. Hein. Ce n'est pas celle de LCL ou du groupe Crédit Agricole. Personnellement, je pense qu'effectivement, on a tout intérêt. Je nous vois mal passer à côté de ce modèle de financement alternatif à la banque traditionnelle. Donc je pense qu'on a tout intérêt, comme les plateformes de financement participatif y ont également intérêt, donc à tester en tout cas des modèles de coopération et puis peut-être aller plus loin. Alors ça se fait déjà, donc c'est pas une grande innovation, mais ça peut être sous différents spectres. D'abord donc des conventions d'apport d'affaires, ou d'apport ou de recherche d'investisseurs. Donc on a dans nos clients que ce soit la gestion de fortune, la banque privée ou la clientèle de gamme, mais pas forcément d'ailleurs, on peut descendre entre guillemets en gamme également,
particuliers qui sont appétents donc à financer ce type de projet. Donc on peut compléter une offre, un conseil à nos clients par des conventions d'apport-d'affaires, etc. Donc ça c'est une première piste. Après il y a la piste du banquier des sociétés, des plateformes de financement participatif. Tout à l'heure vous disiez que vous ne gériez pas les flux et que vous aviez des prestataires pour gérer les flux. Les banques, c'est un de leur savoir-faire, donc on peut très bien travailler aussi à la gestion des flux avec les plateformes. Ça peut être, mais là aussi ça existe aussi, donc ça peut être des associations en capital aussi pour tester puis ensuite développer sur des segments sur lesquels on ne se sent pas complètement à l'aise. Et tout à l'heure, là encore, en engageant que moi, je parlais de l'avancage, de la création d'entreprise, du financement et de l'innovation. Je pense que le système bancaire français a des marges de progression. Alors j'en passe, certainement il y a sûrement d'autres modèles de coopération, je ne les ai pas tous en tête, mais effectivement, ce ne sera pas complètement idiot de ma fenêtre de travailler ces sujets de test et puis ensuite de développement commun sans qu'on prenne le risque de mettre à mal la confiance et le statut que j'évoquais en début de conférence de tiers de confiance que nous sommes. Si on est associé demain à la prochaine bulle, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais si on ne veut pas être associé demain à des catastrophes, il faut y aller, à mon sens, plutôt à pas compter, en préservant tous ces aspects qui font depuis 2000 ans la confiance que les agents économiques apportent aux banques. Et ce n'est pas un jugement de valeur du tout que je porte, c'est simplement une précaution par rapport à une valeur que représentent nos entreprises dans le domaine économique. Moi je voulais quand même, parce que je crois que c'est la dernière question, insister sur le fait qu'il ne faut pas forcément trouver des oppositions entre les deux modèles, mais plutôt des complémentarités. Je parlais de la création d'entreprise, j'y reviendrai pas. Mais on peut le faire sans stigmatiser les uns et les autres. Et moi, quand j'ai commencé à voir les plateformes de financement participatif, ce qui m'a choqué en tant que professionnel, en tant que banquier, en tant qu'employeur, c'est les termes utilisés. Alors, ils ne sont pas représentés ce soir, mais par certains acteurs du financement participatif, mais plutôt à destination des particuliers, qui ont beau jeu de vilipender, de capitaliser sur les amours des banques, en disant que les banques sont là pour enfumer, si vous permettez l'expression, tout le monde. Nous, on fait des taux beaucoup moins élevés que ceux des banques, ce qui n'est pas forcément vrai, puisqu'il y a justement le coût du risque dont nous parlions tout à l'heure. Et quand j'entends une pub sur débarrassez-vous de votre banquier et puis financer directement les entreprises en passant par une plateforme, ça me choque, ça me gêne de passer par cet axe de développement, surtout quand on sait que la société en question a une banque au capital pour 35% et est tenue par des anciens banquiers. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. On est tous entre amis, entre banquiers. Donc voilà, il y a façon et façon de faire les choses. Je voulais simplement le dire ce soir, sinon j'approuve à 200% la nécessité ou la possibilité demain d'établir des modèles de coopération. Merci pour cette conclusion parfaite. Je laisse maintenant la parole pour le mot de la fin à Lindo Mendes, délégué régional du CFPB à Toulouse. Merci Frédéric. Donc effectivement, Béatrice Jadawadji me laisse l'honneur de conclure cette soirée en ma qualité de délégué régional du centre de formation de la profession bancaire. Bon, j'en suis touché parce que effectivement ça traduit la proximité qu'il existe en Midi-Pyrénées entre d'un côté l'AITB Midi-Pyrénées et le CFPB. Au passage, je remercie tous les membres de l'AITB qui se sont investis et ont donné de leur temps pour la réussite de cette soirée. Si vous permettez, on va les applaudir. Je remercie une nouvelle fois les intervenants, Thierry Merchiol de WICID, Mathieu Trouva de Uniland et Samuel Frugier du LCL. On a pu voir effectivement ce soir une conférence de qualité. Merci encore pour eux.
Alors, je remercie également Patrick Berger, directeur régional de la Banque de France, qui, dès le début de ce projet, qui a quand même pris un certain temps, a répondu présent pour nous accueillir ce soir gracieusement. Donc merci à lui également, si vous pouvez applaudir. Alors, enfin, et je suis au remerciement, donc je continue, je remercie aussi tous les partenaires de l'AITB. Je vais les énumérer, la Caisse d'épargne, vous voyez les logos, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, le LCL, la Banque Postale, le Crédit Agricole Toulouse 31, la Banque Courtois, l'École supérieure de commerce et la Banque de France, qui apportent leur contribution financière et fournissent aussi les moyens à l'AITB de Midi-Pyrénées, je le souligne, pour poursuivre le rôle qu'elle s'est assigné. Alors, c'est quoi ce rôle? Créer des événements destinés aux étudiants et aux diplômés de l'ITB, ça c'est la base, mais aussi à tous les cadres bancaires de la région. Alors, on aborde des domaines divers, l'économie, le financier, le réglementaire, mais aussi la convivialité et le culturel. Et donc là, je reprends ma casquette, et là je serai plus dans mon rôle, donc je reprends la casquette du responsable du CFPB, École supérieure de la banque. Alors vous le savez, le CFPB c'est l'organe de référence pour la formation dans la profession bancaire. Alors pour revenir un petit peu sur le sujet, donc vous l'avez souligné, l'activité de financement participatif connaît un essor important, donc ce qui a entraîné effectivement pour les instances chargées de la régulation de mettre en place des dispositions réglementaires pour fixer le cadre et assurer ainsi l'expansion de cette activité. Dans le même ordre d'idée, vous le savez peut-être, le 30 septembre 2014, les intermédiaires en financement participatif, donc je n'aurai pas la difficulté de dire crowdfunding, mais effectivement les intermédiaires en financement participatif, dorénavant doivent s'inscrire à l'ORIAS. Donc c'est une avancée, puisqu'il y a l'existence maintenant de cette mission. Alors c'est dans ce but-là où le CFPB vient d'être saisi donc, par la profession pour définir un parcours et un contenu pédagogique adapté afin de répondre aux critères de capacité professionnelle imposés par l'ORIAS pour l'exercice et la mission d'IFP. Voilà. La boucle est bouclée, donc le CFPB a aussi sa place dans ce mouvement. Bonne soirée à tous.